Je tirais un chariot rempli de bacs de recyclage dans le couloir du 4e étage quand je l'ai entendu se moquer de moi pour la première fois. Pas un petit rire poli. Pas ce rire qui s'échappe par accident quand quelque chose te surprend. Non. C'était un rire volontaire, un rire fait pour être entendu. Papa est vraiment venu jusqu'ici en conduisant, ça, à lâcher mon gendre à son frère, juste assez fort pour que je capte chaque mot. J'avais dit à Nathalie qu'on pouvait lui envoyer une voiture. Mais elle a insisté, elle disait qu'il préférait. J'ai continué d'avancer. Je n'ai pas levé les yeux. Le ça, en question, c'était mon Ford F-150 de 2009. Vert foncé. Avec une petite tache de rouille au-dessus de l'aile arrière, une réparation que je repoussais depuis 3 ans. Je l'avais depuis avant la mort de ma femme. Je le conduisais parce que je l'aimais, parce qu'il roulait encore très bien. Et parce que certains matins, assis derrière ce volant sur l'autoroute avant que le soleil ne se lève complètement, j'avais encore l'impression d'être moi. Mais je vais trop vite. Je m'appelle Walter Kowalski. J'ai 63 ans. Je suis né à Thunder Bay, en Ontario, et j'ai passé la plupart de ma vie adulte à Calgary. Depuis 11 ans, je suis associé principal dans l'une des plus anciennes firmes de capital investissement de l'Ouest canadien. Avant ça, j'ai passé 19 ans à construire une entreprise de logistique, je suis parti de 3 camions et d'un entrepôt loué, jusqu'à bâtir une boîte qui employait 412 personnes dans 4 provinces, avant de la vendre. Je ne dis pas ça pour impressionner qui que ce soit. Je le dis parce que sinon, ce qui arrive ensuite n'aura aucun sens. Ma fille Nathalie a 31 ans. Elle est vive, gentille, et elle a ce petit geste de sa mère, incliner la tête quand elle écoute. Quand elle écoute vraiment quelque chose qui compte. Elle a rencontré Brendan Hartley lors d'une conférence à Vancouver, 3 ans avant que je n'écrive cette histoire. Il avait 29 ans, travaillait dans le développement immobilier commercial, et venait de ce que sa mère appelait fièrement la vieille richesse de Calgary. En clair, son grand-père avait gagné énormément d'argent dans le pétrole et le gaz. Son père en avait dépensé une bonne partie pour entretenir les apparences. Et Brendan, lui, avait grandi en croyant que la fortune familiale racontait aussi son propre mérite. J'ai compris ça chez lui dans la première heure où je l'ai rencontré. Mais j'aimais ma fille, et elle était heureuse. Alors je me suis tu. J'ai observé. Et j'ai attendu, en espérant me tromper sur lui. Je ne me suis pas trompé. La première fois que je leur ai rendu visite après qu'ils aient emménagé ensemble, Nathalie m'a accueilli avec un câlin un peu plus long que d'habitude. Brendan est apparu derrière elle dans le couloir. Il portait ses vêtements décontractés mais calculés, ce qui coûte cher tout en ayant l'air de ne pas en avoir l'air. « Walter » a-t-il dit en me tendant la main. Pas Monsieur Kowalski. Même pas un Walt chaleureux. Juste mon prénom, lancé comme un ticket de caisse. « Ravi de te voir, Brendan » ai-je répondu. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, vers l'allée. « C'est à toi, ça » a-t-il demandé, en parlant du F-150 garé proprement au bord du trottoir. « 20 ans cet été » ai-je dit. Il a fait un bruit, pas vraiment un mot. Un mélange entre un bum et le début d'une phrase qu'il a décidé d'avaler. Je me souviens avoir pensé, il calcule. Il essaie de comprendre ce que ce camion dit de moi. Ce que ça dit de la famille de Nathalie. Et comment ça s'accorde avec l'image de lui-même qu'il essaie de construire. Nathalie m'a entraîné à l'intérieur avant qu'il ne puisse ajouter autre chose. Pendant l'année et demie qui a suivi, je suis passé chez eux à Aspen Woods toutes les quelques semaines. Parfois j'apportais des courses, une bouteille de vin, ou un petit truc pour leur chien, un lévrier sauvé, Biscuit. Biscuit avait décidé très tôt que j'étais son humain. Dès que je m'asseyais sur le canapé, il grimpait à moitié sur mes genoux, comme s'il avait attendu ça toute la journée. Je venais toujours avec mon F-150. Je portais mon jean habituel, une chemise en flanelle ou un bon pull selon la saison, mes vieilles Blundstone. Je ne suis pas un homme qui s'habille pour envoyer des messages. Je ne l'ai jamais été. Brendan, je l'ai compris, était un homme qui ne pensait pratiquement qu'à ça. Il ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Et ça, je trouvais ça révélateur. La plupart des gens, quand ils rencontrent le père de leur partenaire, posent la question à un moment. Par politesse. Par curiosité. Par simple humanité. Brendan ne l'a jamais fait. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi. Il avait déjà choisi sa réponse.
Et poser la question aurait risqué de déranger la version qu'il s'était fabriquée. Dans sa tête, j'étais un vieux travailleur à la retraite, aux moyens modestes. Un veuf venu du nord de l'Ontario. Un homme qui conduit un vieux camion, porte de la flanelle, et n'a pas vraiment sa place dans les cercles qu'il rêvait d'intégrer. Il n'était pas agressif, non. Il était pire, condescendant. Lentement corrosif. Au dîner, il me coupait la parole. Quand j'entrais dans une discussion, il la ramenait toujours vers lui. Une fois, j'ai mentionné un projet immobilier près de l'aéroport, un chantier que j'avais remarqué, et sur lequel, pour des raisons que j'expliquerai, j'en savais beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Il m'a interrompu en plein milieu de ma phrase, pour me faire ce qu'il croyait être un cours généreux sur le fonctionnement de l'immobilier commercial. Je l'ai laissé terminer. Je l'ai remercié. Je ne l'ai pas corrigé. Nathalie en voyait une partie. Parfois, elle me lançait un regard à travers la table, ni vraiment désolée, ni vraiment résignée, quelque chose entre les deux. Je n'en ai jamais parlé directement avec elle. Ce n'était pas ma place. Et je lui faisais confiance, elle finirait par voir ce qu'elle devait voir, à son rythme. Les fiançailles ont été annoncées un dimanche d'octobre. Nathalie m'a appelé en premier, avant tout le monde. Elle pleurait un peu, mais le bon genre de larmes. Et j'entendais Biscuit aboyer au fond, parce qu'il aboyait toujours quand Nathalie pleurait, même de joie. Moi, j'étais assis dans ma cuisine, en peignoir, avec mon café qui refroidissait. Et j'étais sincèrement heureux pour elle, sans complication. Quoi que je pense de Brendan, elle l'aimait. Et ça, c'était réel. La fête de fiançailles a eu lieu chez les Hartley, à Elbow Park. Une grande propriété magnifique, entretenue avec un talent impressionnant, donnait l'impression qu'aucun effort n'était nécessaire. Il devait y avoir environ 70 invités. Open bar. Traiteur. Un quatuor à cordes dans le salon, que personne n'écoutait vraiment. Je suis arrivé seul, en F-150. J'avais mis un blazer bleu marine par-dessus une belle chemise habillée, pour moi. Mais je savais très bien que, dans ce genre de monde, ça ne comptait même pas comme habillé. La mère de Brendan, Patricia, m'a accueilli près de l'entrée. Elle était élégante d'une façon que certaines femmes répètent si longtemps, que ça devient un réflexe. Elle a pris ma main entre les siennes et m'a dit « Walter, quel plaisir de vous avoir enfin parmi nous. » Son ton disait clairement qu'on lui avait expliqué qui j'étais, et qu'elle avait déjà tranché. « Merci de m'accueillir », ai-je répondu. Elle m'a guidé, rapidement et efficacement, vers le fond de la pièce principale, près des fenêtres, là où quelques chaises avaient été regroupées. « On vous a placé près des Garfield », a-t-elle précisé, en nommant un couple que je ne connaissais pas. « Je pense que vous aurez beaucoup de choses en commun. » Plus tard, j'ai appris que les Garfield étaient là parce que monsieur était électricien à la retraite, et que madame avait travaillé des années dans une jardinerie. Le devant de la pièce, les bonnes places, l'espace près de la cheminée où le photographe s'activait, c'était réservé au monde des Hartley. Leur cercle. Leurs amis. Leurs collègues. Leurs relations. Moi, j'étais côté Brendan, au fond, avec les Garfield. Et Dave Garfield s'est révélé être un homme formidable. Il avait des opinions passionnées sur le hockey et la pêche sur glace, et franchement, après une heure à regarder Brendan travailler la salle comme un homme en audition pour sa propre vie, c'était rafraîchissant. À un moment, le père de Brendan, Gordon, a fait un petit discours. Il a accueilli Nathalie chaleureusement, je lui reconnais ça. Puis il a ajouté, en faisant un geste vague vers le fond de la pièce. Et nous sommes aussi très heureux que la famille de Nathalie puisse être avec nous, en esprit, ce soir. En esprit. Ses yeux ne m'ont même pas cherché. Il était déjà passé à la phrase suivante. De l'autre côté de la pièce, le visage de Nathalie s'est figé une fraction de seconde. Moi, j'ai levé mon verre vers personne en particulier, et j'ai bu une gorgée de mon riz. Sur le trajet du retour, j'ai pensé à ma femme Margaret. Dans tout ce qui comptait, elle était meilleure que moi. Plus patiente. Plus généreuse. Plus rapide à croire au meilleur chez les gens. Mais elle avait aussi ce regard, celui qui, quand la situation l'exigeait, pouvait traverser une pièce et dire sans un mot. Je vois exactement ce que tu es. Et ça ne m'impressionne pas. Et le temps fera le tri. Ce soir-là, j'ai cru comprendre ce qu'elle aurait fait à ma place. Elle aurait attendu. Et c'est là que je dois t'expliquer quelque chose, que j'aurais peut-être dû dire plus tôt.
On me l'a déjà répété, mon comptable, mon avocat, et même Nathalie une fois, avant qu'elle connaisse toute l'histoire. Ça me fait passer soit pour quelqu'un de bizarre, soit pour quelqu'un de calculateur. Et je te promets que je ne suis ni l'un ni l'autre. Depuis 14 ans, je siège au conseil consultatif d'une société de développement immobilier commercial de taille moyenne, Ironwood Capital Group. J'y détiens une participation importante, accumulée discrètement au fil des années. Et 18 mois avant la fête de fiançailles, j'avais été nommé au comité d'investissement, un groupe de 5 personnes qui valident toutes les décisions majeures au-dessus d'un certain montant. Je n'en fais pas la publicité. Je n'ai jamais eu besoin qu'on me respecte pour ce que je possède. Alors j'ai gardé le F-150. J'ai gardé la flanelle. Et j'ai continué à débarquer chez Nathalie avec des sacs de course, puis à m'asseoir par terre avec la longue tête de biscuit sur mes genoux. Brendan Hartley, lui, était directeur des acquisitions dans une entreprise de développement de taille moyenne appelée Crestline Property. Et depuis 2 ans, Crestline tentait d'obtenir un financement majeur auprès de B. Je veux être précis, parce que les détails comptent Ironwood Capital Group. Le dossier était sur mon bureau parmi d'autres depuis des mois. Je l'avais lu. Je m'étais déjà fait une opinion. Et j'avais même soulevé plusieurs questions pointues sur les projections, lors d'une revue interne, questions auxquelles l'équipe de Brendan avait ensuite dû répondre en urgence. Sauf que Brendan ne savait pas que j'existais à ce niveau-là. Il ne m'avait jamais googlé. Il n'avait jamais demandé à Nathalie ce que faisait son père. Il avait décidé, quelque part dans les 10 premières minutes, à la forme de mon camion et à la coupe de mon manteau, qu'il n'y avait rien d'intéressant à découvrir. La présentation était prévue un jeudi matin de mars. Je l'avais dans mon agenda depuis 6 semaines. La veille au soir, Nathalie m'a appelé. Elle avait l'air plus légère que ces derniers temps. Elle et Brendan avaient eu, apparemment, une bonne semaine, et elle me parlait d'un voyage au Portugal qu'ils prévoyaient pour l'automne. Je l'ai écouté. Je lui ai demandé des nouvelles de biscuits. Puis je lui ai dit que j'avais une réunion tôt et que je devais dormir. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé juste avant qu'on raccroche. « Ça va ?» ai-je répondu. « On se parle bientôt. Je veux être clair sur un point. Je n'avais rien organisé. Je n'avais pas placé ce rendez-vous. Je n'avais pas poussé le dossier de Crestline vers mon comité. Le timing était simplement le timing d'un processus lancé bien avant la fête de fiançailles. Bien avant la remarque sur mon camion. Bien avant le toast de Gordon Hartley qui me mettait en esprit à la fête de ma propre fille. Je n'avais juste jamais corrigé les suppositions des gens. Et personne n'avait jamais pensé à demander. Les bureaux d'Ironwood étaient au 22 étage d'une tour dans Beltline. Il y avait une salle de conseil avec une longue table en verre et un mur de fenêtres orientées vers le nord, côté rivière. Je suis arrivé à 8h15. J'ai pris un café. Et je me suis installé à ma place habituelle, la deuxième chaise en partant de la gauche, juste près du siège du président du comité. À 9h, l'équipe de Crestline est entrée. Ils étaient 4, un jeune analyste que je ne connaissais pas, un avocat déjà croisé une fois, une vice-présidente senior nommée Sandra que je respectais professionnellement et Brendan. Il est passé la porte en pleine conversation avec Sandra. Confiant. Ce genre de confiance qu'on porte quand on a répété son rôle. Ses documents sous le bras. Et ce visage typique d'un homme persuadé que cette réunion n'est qu'une formalité. Il a regardé la table. Il a regardé Sandra. Il a regardé les membres du comité qui prenaient place. Puis il a levé les yeux vers le bout de la table. Et je l'ai vu, tomber sur mon visage. J'ai souvent repensé à cette seconde. À ce que ça a dû lui faire. À la façon dont la pièce, la disposition des chaises, le dossier dans ses mains, tout a dû se réorganiser dans sa tête en quelque chose qu'il ne savait pas ranger. Le camion. La flanelle. Les sacs de course. Le banc d'esprit au fond du salon de sa mère. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Bonjour, ai-je dit calmement. Merci à tous d'être venus. Je pense que vous connaissez la majorité des membres du comité. Pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés directement, je me présente, je suis Walter Kowalski. Je siège au comité d'investissement ici, chez Ironwood. J'ai fixé Brendan une seconde. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Sandra, à son immense crédit, n'a pas laissé paraître la moindre réaction. L'analyste junior avait l'air perdu. L'avocat plongeait déjà dans ses notes. Brendan s'est assis.
Il était immobile. Très immobile. La réunion a duré 2h40. Une réunion solide. Approfondie. Mes collègues ont posé de bonnes questions. J'en ai posé aussi, plusieurs, sans concession à celles que j'aurais posées peu importe qui se trouvait en face. Sur les hypothèses de revenus de la phase 3. Sur les plans de secours en cas de retard de chantier. Sur une clause précise du montage financier que j'avais déjà signalé lors d'une revue interne. Brendan répondait quand on s'adressait à lui. Mais après les 5 premières minutes, il ne m'a plus regardé directement. Sandra a porté l'essentiel de la présentation. Et j'ai eu la sensation qu'elle portait déjà ce poids depuis longtemps. À la fin, je les ai remerciés, je leur ai dit que le comité donnerait une réponse sous 10 jours ouvrables. Puis je me suis levé pour serrer les mains. Quand je suis arrivé à Brendan, il a pris ma main et a soufflé, très bas. « Walter, je ne savais pas. »« Je sais que tu ne savais pas, » ai-je répondu. Et je suis passé à la poignée de main suivante. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit entre Brendan et Nathalie dans les jours qui ont suivi. Mais le samedi, 4 jours après la réunion, Nathalie m'a appelé. Elle m'a demandé si on pouvait déjeuner, juste tous les deux. On est allé sur la 17 avenue, dans un petit resto vietnamien où on allait déjà quand elle était à l'université. Bon PHO. Table près de la fenêtre. Notre table, en quelque sorte, depuis des années de déjeuner du samedi. Après avoir commandé, elle est restée silencieuse un moment. Elle faisait tourner son verre d'eau en petits cercles, comme elle le fait quand elle trie ses pensées. Il me l'a dit, a-t-elle fini par lâcher? Je m'en doutais, ai-je répondu. Puis elle a relevé les yeux. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'Ironwood, de tout ça? J'ai cherché une réponse vraie. Parce que ce n'était pas le sujet, ai-je dit. Ce que je fais ou ce que je possède, ce n'est pas qui je suis à ta table. Là-bas, je suis ton père. Je voulais juste être ton père. Elle m'a regardé longuement. Il a été horrible avec toi. Il m'a sous-estimé, ai-je corrigé doucement. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas pareil, papa. Il n'a pas été gentil, ai-je dit simplement. Non, il ne l'a pas été, a-t-elle soufflé. Dehors, une neige fine tombait. Ces gros flocons doux que Calgary reçoit en mars quand l'hiver ne sait pas encore s'il veut partir. Ça fait un moment que je vois des choses, a-t-elle repris. Pas seulement avec toi. Sa façon de parler des gens, de décider qui compte et qui ne compte pas. Elle a arrêté de faire tourner son verre. Je crois que j'ai choisi de ne pas les voir. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas mon moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle murmuré. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je répondu. Je suis là. Le dossier de Crestlin a finalement été refusé par le comité pour des raisons financières, après une analyse sérieuse. Des raisons que j'étais prêt à défendre depuis des mois, bien avant ce jeudi matin. Je n'ai favorisé personne. Je n'ai tiré aucun fil. Le dossier a été traité comme tous les autres. Je dis ça à chaque fois que je raconte cette histoire, et je sais que certains ne me croient pas totalement. Ce n'est pas grave. Moi, je sais ce qui est vrai. 8 semaines après notre déjeuner sur la 17 avenue, Nathalie a annulé les fiançailles. Elle me l'a dit au téléphone, posé, clair. Elle avait eu beaucoup de discussions avec Brendan et elle avait compris qu'il ne voulait pas, sur l'essentiel, la même vie. Elle m'a assuré qu'elle allait bien. Et elle sonnait plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis un an. « Mais tu es sûr ?» ai-je demandé. « Je suis sûr » a-t-elle répondu. Je l'étais depuis un moment. J'attendais juste d'être prête à le dire. Elle a loué un appartement à Englewood pendant quelques mois. Puis elle a acheté une petite maison à Ramsay, un quartier qu'elle avait toujours aimé, près des chemins au bord de la rivière où elle court le matin. Biscuit est parti avec elle. Il s'est adapté à la nouvelle maison en environ 45 minutes. Moi, je conduis toujours le F-150. Il y a maintenant 2 taches de rouille au-dessus de l'aile arrière. Et je repousse toujours la réparation. Avant de terminer, je veux dire une chose. J'ai passé une grande partie de ma vie à voir ce que ça donne quand des gens confondent l'emballage et la vérité. Quand ils prennent un camion pour un caractère. Un titre pour une valeur. Une adresse pour une dignité. J'ai fait cette erreur moi aussi. Je ne prétends pas le contraire. Plus jeune, j'ai accordé beaucoup trop d'importance aux signes extérieurs de réussite, à l'apparence des choses,
plutôt qu'à ce qu'elles étaient réellement. Et ça m'a coûté, d'une façon que je n'ai comprise que bien plus tard. J'ai eu de la chance d'avoir une femme qui m'aimait assez honnêtement pour me dire quand j'avais tort. Avec les années, les pertes, et cette lucidité qui vient quand on observe vraiment, j'ai compris ceci. L'arrogance n'est pas de la confiance. C'est un masque. Le masque que l'insécurité porte quand elle essaie de traverser une pièce sans se faire remarquer. L'arrogance voit un homme en flanelle sortir d'un vieux camion, et commence aussitôt à le classer vers le bas. Elle ne pose pas de questions, parce qu'elle a peur des réponses. L'humilité, c'est accepter d'être surpris. Accepter d'avoir tort sur la valeur d'une personne avant même de la connaître. Pas une fausse modestie. Je ne parle pas de faire semblant de n'avoir rien à offrir. Je parle de cette vraie ouverture, l'idée que la personne en face est peut-être bien plus que ce qu'elle montre, et que l'histoire ne se résume pas à la couverture. Mon père conduisait un camion plus vieux que le mien. Il a travaillé 30 ans sur des bateaux de pêche à Thunder Bay. Il lisait plus de livres que n'importe qui que j'ai connu. Il avait des opinions sur tout, de l'histoire byzantine à la meilleure façon de lever un filet de doré. Et c'était l'un des meilleurs êtres humains que j'ai eu l'honneur de connaître. Si Brendan Hartley avait rencontré mon père, il aurait regardé ses bottes et l'aurait effacé. Il se serait trompé. Comme il s'est trompé sur moi. Et comme, je pense, il s'est aussi trompé sur Nathalie. Sur ce qu'elle voyait. Et sur le temps qu'elle accepterait de détourner le regard. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède. Ni à ce qu'elle conduit. Ni à la façon dont elle s'habille. Ni à la table où on l'a assise. Elle se mesure à la façon dont elle traite ceux qu'elle croit incapables de lui apporter quoi que ce soit. Observe ça chez un futur partenaire. Chez un associé. Et même chez toi, les jours où tu n'es pas fier. La façon dont quelqu'un se comporte avec la personne qu'il pense sans importance. C'est la fenêtre la plus claire sur ce qu'il est vraiment. Nathalie le sait aujourd'hui. Elle l'a compris lentement, puis d'un seul coup. Comme toutes les leçons qui comptent. Elle va bien. Elle court le matin le long de la rivière. Et d'après ses propres mots, elle n'a pas été aussi heureuse depuis des années. Je l'ai invitée à dîner dimanche dernier. J'ai fait le ragoût de bœuf que sa mère préparait, celui à la bière brune et au romarin. Et on est resté à table jusqu'à presque 23 heures, à parler de tout et de rien. À un moment, elle m'a regardé et a dit. D'un coup, j'aimerais que maman ait pu voir tout ça. Là elle en a vu assez, ai-je répondu. Là elle savait comment ça finirait. Nathalie a ri, le rire de sa mère. Le vrai. Elle l'a toujours eu. Dehors, dans l'allée, le F-150 dormait sous un bon centimètre de neige fraîche. On m'a déjà dit que je devrais acheter plus neuf. Un véhicule qui colle mieux à ce que je suis, professionnellement. Mais je n'en ai absolument pas l'intention. Abonne-toi pour plus d'histoires.